Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de l'Assemblée. Cette semaine, nous allons essayer d'élucider des problèmes économiques, puisque je sais, vous vous posez tous les mêmes questions. Banque publique d'investissement, loi de séparation et de régulation des activités bancaires, des bien grands mots, mais qu'est-ce que cela veut dire au juste? Eh bien, c'est les questions que j'ai décidé de poser aujourd'hui à Axel Lemaire. Alors bonjour Axel Lemaire, merci de m'accueillir aujourd'hui. Axel Lemaire, vous êtes député PS des Français établis en Europe du Nord et secrétaire national du PS aux droits de l'homme. Alors j'aimerais tout d'abord évoquer avec vous le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires sur lequel vous avez rendu un rapport pour avis le 5 février dernier. Tout à fait. Donc en tant que franco-québécoise, résidant à Londres et ayant été la secrétaire de la section PS à Londres pendant 4 ans, vous connaissez très bien la culture anglo-saxonne. Et le Royaume-Uni, justement, suite au rapport de John Vickers du 12 septembre 2011, a décidé d'opter pour une réforme radicale de son système bancaire, avec une séparation claire des banques de dépôt et des banques d'investissement, alors que le projet français, quant à lui, prévoit simplement une filiale spécialisée qui cantonnerait les activités de marché des banques et leur interdirait certaines opérations. Donc, certes, les banques françaises n'ont pas eu le même rôle dans la crise financière de 2008, mais est-ce que selon vous, c'est pas un projet en demi-teinte par rapport au discours contre le monde de la finance qu'avait tenu M. Hollande ou Bourget lors de sa campagne électorale? Est-ce que finalement on ne peut pas parler d'une loi symbolique plus qu'effective? Absolument pas. Je vois que vous êtes très bien informé concernant l'actualité politique bancaire au Royaume-Uni. Effectivement, le rapport Vickers rendu l'année dernière a donné lieu à la rédaction d'un projet de loi qui sera bientôt examiné par la Chambre des communes en première lecture. Alors certes, ce rapport établit une stricte séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement, mais il faut bien voir qu'il le fait parce que ça colle totalement à la structure du secteur bancaire britannique et que c'est en réalité assez protectionniste pour les banques anglaises. Le rapport Vickers va effectivement plus loin parce que les conséquences de la crise bancaire ont été beaucoup plus lourdes au Royaume-Uni qu'en France. L'État britannique a dû nationaliser des banques comme RBS et Northern Rock et encore aujourd'hui, RBS est un problème grave pour les finances publiques au Royaume-Uni. Ce qui fait que lorsque Vickers a dit on met les activités de dépôt d'une part et les activités d'investissement de l'autre, il protège à la fois ces banques de dépôt et ces banques d'investissement, sachant que les banques d'investissement sont totalement libres de mener tout type d'opération sans aucun contrôle et sans aucune régulation. Donc en réalité, moi je pense que la loi française va beaucoup plus loin. Elle respecte le caractère universel des banques françaises qui font qu'effectivement, pour répondre aux besoins des clients, nos banques ont cette capacité de proposer des placements sur les marchés comme de répondre à des demandes d'investissement ou de dépôt et d'épargne. Mais ce sera fait avec une séparation des activités spéculatives et le fait que les parlementaires aient introduit la tenue de marché dans les activités qui doivent faire l'objet d'une stricte séparation des banques de dépôt est en réalité extraordinairement important. Donc moi je m'inscris totalement en faux contre l'idée qui voudrait que la France va moins loin que le Royaume-Uni. Je précise aussi que le Royaume-Uni envisage de mettre en application les dispositions qui sont à l'étude à l'heure actuelle en 2019 au plus tôt. Idem aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'annonces à la suite du rapport Volckers cette fois, mais rien n'a vu le jour jusqu'à présent. Puis on parle en Europe de Liikanen, du rapport Liikanen qui est examiné par la Commission européenne. Encore une fois, rien ne sera mis en place avant plusieurs années. La France a pris les devants. En ce sens, c'est courageux et ça va plus loin que nos partenaires. Et elle a été suivie de l'Allemagne, qui aujourd'hui examine un projet qui est assez similaire dans ces termes du projet français. Donc en somme, on est des précurseurs dans ce domaine. Complètement. Alors, en espérant qu'on pourra aussi donner le ton au moment des négociations de la directive européenne sur la résolution bancaire.
Et puis, on va loin aussi sur d'autres aspects qui concernent moins les marchés financiers, mais qui concernent par exemple les commissions bancaires qui sont imposées par les banques aux clients en difficulté de paiement. Donc le législateur a introduit des plafonds dans les sommes demandées chaque mois et par opération aux établissements bancaires, aux clients en situation de défaillance. C'est quand même d'abord ça coûte aux banques, et puis c'était très important que cette réforme concerne les citoyens sur le territoire français dans leur quotidien. En parlant du coût des banques, est-ce que justement ils n'ont pas quand même un peu fait pression? On lit dans la presse que la veille du vote en commission des finances, les députés ont été priés par le gouvernement de ne pas durcir le texte au-delà du raisonnable. Est-ce que finalement les banques ne seraient pas parvenues à faire pression sur la politique pour éviter une trop forte régulation? Alors, je peux vous assurer que le fait d'inscrire la tenue de marché dans les activités qui sont séparées, le fait de plafonner les commissions bancaires et le fait d'obliger les banques françaises, les premières dans le monde, à être soumises à une obligation de transparence de leurs activités dans les paradis fiscaux, ça ne leur plaît pas forcément. Et jamais le gouvernement ne nous a donné des instructions de raison. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un dialogue très constructif avec le cabinet du ministre de l'économie et des finances et avec Bercy, de manière générale, sur les avancées possibles qui ont été très réelles. Et l'intérêt des banques doit être pris en compte. Les banques sont là pour servir l'économie réelle, c'est ce que rappelle cette loi, mais elles sont aussi là pour financer, les entreprises, pour prêter aux Français dans leurs activités d'investissement. Et ça, cette partie absolument essentielle du financement de l'économie, on ne peut pas se permettre de l'étouffer en temps de crise. Donc c'est cet équilibre très délicat qui, à mon sens, a été trouvé par la loi. D'accord, alors vous disiez justement sur les objectifs du président de la République, vous citiez que depuis son élection, il s'attache à remettre la finance au service de l'économie réelle. Et d'ailleurs, dans votre rapport pour avis, vous affirmez que le projet de réforme bancaire se situe également dans le prolongement de la création de la Banque publique d'investissement le 31 décembre 2012, dans le sens où ces deux projets vont contribuer à refonder le paysage financier français. Mais depuis le début du quinquennat, cette Banque publique d'investissement a entraîné une succession de polémiques. Et donc, dernièrement, la nomination de Ségolène Royal en tant que vice-présidente, est-ce que ça ne révèle pas un peu une confusion des genres entre la politique et l'économie? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question sur la Banque publique d'investissement. Sa création répond quand même à une préoccupation majeure des entreprises françaises aujourd'hui, et en particulier des PME, qui ont énormément de difficultés à accéder au crédit. Donc, nos entreprises n'arrivent pas à emprunter pour investir. Et c'est un facteur, cet assèchement du crédit est un véritable facteur de ralentissement de l'économie. Et dans la mesure où les banques privées ne sont pas très allantes pour prêter à nos entreprises, eh bien la création d'une banque publique d'investissement qui est vraiment en lien avec les collectivités territoriales, très implantée dans les régions et donc très en phase avec les besoins locaux des petits et des moyens entrepreneurs, c'est un pas en avant au point que nos homologues à l'étranger s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en France autour de la BPI, y compris les Britanniques. Alors voilà, c'est vrai que lorsqu'on parle de nationalisation, ils hurlent, il n'empêche que même le gouvernement conservateur est très intéressé par la création en 2012 d'une banque publique, c'est-à-dire appartenant à l'État, et donc ce qui aussi apporte une garantie réelle de stabilité de long terme dans le crédit octroyé aux entreprises. Alors ça, c'est la réponse à votre première sous-question. La deuxième sous-question concerne la gouvernance de la BPI. Je pense que la nomination de Ségolène Royal, du fait de ses compétences, parce que justement elle a énormément travaillé sur la question du financement des entreprises dans sa région,
et le fait qu'il y ait cet engagement local, cette implication au plus près des besoins des entreprises, pour moi est au contraire un signal très fort de l'orientation qui veut être donnée par la direction aux activités de la BPI. Alors, qu'il y ait des polémiques sur le fait que ça soit elle, je pense qu'il y en aurait eu. De toute façon, quelle que soit une nomination faite au plus haut de l'État pour un poste très stratégique au plan économique et qui implique des compétences que plusieurs personnes peuvent avoir. Donc selon vous, ça ne fragilise pas dès son démarrage la capacité de la BPI à résister à la pression politique? Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec la capacité à résister à la pression politique. Là, on doit être dans le pragmatique et dans le concret. Le problème qui se pose aux entreprises, c'est comment leur prêter de l'argent. Et je pense que du fait de son expérience en ce domaine, Ségolène Royal sera tout à fait en mesure de donner l'impulsion nécessaire pour que la BPI ait une grande ambition et un rôle important dans le paysage économique français. D'accord, alors justement, donc à la fois le projet de la Banque publique d'investissement et celui de la loi bancaire figurent dans les 35 propositions concrètes du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi du 6 novembre 2012. Mais ce pacte a également donné naissance aux assises de l'entrepreneuriat que vous avez donc animé avec Fleur Pellerin, qui, je le rappelle, est la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, à l'innovation et à l'économie numérique. Donc l'organisation de ces assises consiste en fait à faire participer les citoyens, puis à débattre sur leurs propositions pour aboutir à des mesures de soutien aux entrepreneurs. Et l'objectif final est de doubler le nombre de créations d'entreprises de croissance en France d'ici 5 ans. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie une entreprise de croissance concrètement ? C'est une entreprise qui choisit de se développer dans un secteur d'activité qui est potentiellement porteur de croissance. Voilà ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'État stratège, c'est pas forcément un État ultra interventionniste qui dirige l'économie à la place des acteurs privés. Non, c'est un État qui donne des orientations de stratégie économique, qui identifie les secteurs de l'activité économique où on peut créer de la croissance et des emplois. En particulier, et c'est le domaine de compétence de la ministre Fleur Pellerin, dans le domaine des nouvelles technologies et de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises en Europe qui réussissent sont les entreprises qui arrivent à apporter une valeur ajoutée en termes de recherche, en termes d'innovation, donc au plan qualitatif. On pourrait faire du moins 10 ans salarial, par exemple, mais est-ce qu'on peut être en compétition sur ce terrain avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays émergents, alors que la matière grise et l'investissement qui sont faits dans l'innovation en Europe permettent véritablement d'être compétitifs dans ces domaines. Donc voilà le sens des assises de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, il s'agit aussi, je crois, et c'est la première fois, de réconcilier l'esprit d'entreprise avec la France, et en particulier avec les jeunes Français qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas une notion de gauche ou de droite. D'ailleurs, moi, je fais partie des signataires d'un amendement au projet de loi sur l'école, sur la refondation de l'école, pour que la formation à l'entrepreneuriat soit dispensée dès le plus jeune âge. Pour moi, c'est un facteur d'inclusion sociale et c'est le moyen de redonner aux individus la liberté et l'autonomie qui leur manquent parfois pour maîtriser leur destin. Et en plus, ça peut il faut l'espérer, participer à l'activité économique. Donc je pense que la France doit totalement se souder autour de cet objectif de soutien aux entreprises privées pour trouver des sources de croissance. Donc c'est une nouvelle entreprise en quelque sorte. Et on entend d'ailleurs que ce projet veut promouvoir et valoriser un entrepreneuriat responsable. On entend aussi le thème de business social, c'est-à-dire un business qui ne soit pas seulement mu par la recherche de profit, mais aussi par des objectifs sociaux. Il s'agirait donc de mettre en place un mode de gouvernance plus démocratique. Est-ce que cela passe avant tout par une plus grande transparence de la gouvernance des entreprises ? Complètement. Et un rapport parlementaire a été rendu à ce sujet il y a quelques jours à peine. Et je crois que tout ça va dans le même sens, effectivement une espèce d'entrepreneuriat participatif avec des dirigeants responsables et qui prennent des décisions
en bon accord avec les salariés, avec les représentants du personnel et les responsables syndicaux. Donc ça, c'est une vision assez consensualiste du monde de l'entreprise que moi je défends parce qu'il correspond beaucoup à un modèle répandu dans les pays nordiques, qui sont des pays où résident les Français de ma circonscription. Il n'empêche que je pense que c'est une vision très moderne et très progressiste du monde de l'entreprise et qu'en réalité, il y a beaucoup plus de chefs d'entreprise que l'on ne croit qui y adhèrent. Et les caricatures concernant la lourdeur de la fiscalité, des prélèvements obligatoires, qui sont des questions réelles et sérieuses, mais qui ne sont pas les seules questions concernant les 35 heures, concernant la lutte des classes. Je pense qu'au XXIe siècle, il faut quand même arriver à dépasser ce sectarisme idéologique pour unir encore les forces des employés et des employeurs pour rechercher la croissance et la création d'emplois au bénéfice de tous. Donc selon vous, on avance plutôt vers un moyen de faire coïncider à la fois l'efficacité politique et le progrès social. Ah, mais complètement, vous le définissez mieux que moi. Très bien, bon ben on s'arrêtera sur cette bonne note. Alors merci Axel Lemaire. Merci à vous.